Mesdames et messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Pour commencer, en bref et en images, deux anciens présidents à Conakry, Maître Abdoulaye Wade et François Hollande, l'ancien chef d'État sénégalais, est arrivé cet après-midi à l'aéroport de Conakry. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international de Conakry-Bessia par le président de la République, professeur Alpha Condé. Peu après, au palais Sortouréa, le chef de l'État s'est longuement entretenu avec l'ancien locataire de l'Élysée, François Hollande. Comme vous le voyez, l'ancien président sénégalais est en séjour à Conakry. Maître Abdoulaye Wade a été reçu à sa descente d'avion par le président de la République, professeur Alpha Condé. Vous le voyez à l'image, les deux hommes qui se dirigent vers le palais présidentiel. Le président Abdoulaye Wade rend visite à son ami et frère professeur Alpha Condé. Peu après, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu l'ancien chef d'État français, François Hollande. Les deux hommes se sont longuement entretenus. François Hollande est également en Guinée en visite privée. Il a été reçu par son ami et frère, le professeur Alpha Condé. Dans l'actualité sanitaire, le programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires s'activent en vue d'endiguer la maladie hors de la Guinée. Pour y parvenir, plusieurs stratégies sont envisagées, de la prévention à la prise en charge dans les 38 districts sanitaires du pays. Hadiatou Bari. Le centre Guéné Kaba Condé est l'un des 44 centres de santé de la ville de Conakry. Au sein de cette structure de soins primaires de Kapero, le paludisme est la première cause de consultation. Pour la plupart des patients qui arrivent au centre, vomissements, fièvre et fatigue sont le motif de leur venue. Après la consultation, le test rapide de diagnostic du paludisme est réalisé pour connaître le statut du patient. Une fois que le TDR est positif, on fera d'autres recherches supplémentaires sur sa souffrance, mais le fondamental, c'est le paludisme qui est tout de suite circonscrit. Dans ce centre de santé, 1015 patients de toutes pathologies confondues ont été consultés en janvier dernier. 250 étaient positifs du paludisme. Chez ces patients, par exemple, la prise en charge est immédiate et surtout gratuite. Le point de vente du centre de santé dispose de tous les médicaments antipalidiens. C'est le artemether lumefantrine pour les nourrissons. Plus souvent, quand il y a les traitements d'urgence ou bien les sérums, on donne les ampoules là. La prévention du paludisme est aussi faite dans ce centre de santé de Kaporo. À la première consultation prénatale et à la vaccination des nouveau-nés, des moustiquaires imprégnés de longue durée d'action sont distribués principalement aux nourrices et femmes enceintes. On m'a donné un moustiquaire gratuitement pour prévenir le paludisme. Une femme enceinte ne doit pas se coucher sous la moustiquaire. Un malade vient se plaindre sur moi. Ah, j'ai reçu tel produit, on me l'a vendu. Ou j'ai reçu le Mida, on me l'a vendu. J'appliquerai la loi avec la dernière énergie. La disponibilité des intrants antipaludiens dans l'ensemble des établissements hospitaliers du pays est un plan stratégique d'action du programme national de lutte contre le paludisme.
CRS, Catholique Relief Service est l'un des partenaires techniques et financiers du programme dont l'appui fait reculer la maladie. Nous sommes en train d'appuyer le ministère de la Santé pour la mise à échelle de la nouvelle stratégie santé communautaire pour que même les populations qui sont loin des formations sanitaires puissent vraiment bénéficier de ces soins. L'autre intervention est la chimioprévention du paludisme saisonnier. Une intervention périodique avec une cible spécifique, les enfants de moins de 5 ans. En saison de haute transmission du paludisme, qui est celle pluvieuse, cette couche est soumise à un traitement médical antipaludien. En 2018, 713 000 enfants de 3 à 59 mois ont été protégés du paludisme dans 13 districts sanitaires du pays. Mesdames et messieurs, à présent, place à l'invité du journal. Nous recevons sur ce plateau Dr Eugène Kamalama. Il est le coordonnateur national du programme de lutte contre le paludisme. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Kaba. Bienvenue sur ce plateau. Vous venez de suivre le reportage. On a vu que le taux de prévalence du paludisme a quitté de 44% à 15% en 2016. 3 ans après, quel regard portez-vous sur la stratégie? Le regard que nous portons sur la stratégie de lutte contre le paludisme est axé essentiellement sur l'intervention avec le ministère de la Santé, donc la politique nationale, par l'accompagnement des partenaires techniques et financiers qui interviennent et avec l'implication aussi de tous les districts sanitaires et du niveau communautaire. Et cette année, le ministère de la Santé organise la 3e grande campagne de distribution gratuite de moustiquaires. Comment sera-t-elle organisée? Cette grande campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, elle est la 3e effectivement, et elle va se dérouler en 4 grandes étapes, dont la première que nous avons déjà amorcée, qui a consisté pratiquement à la planification. Cette planification donc nous a permis réellement de définir toutes les ressources humaines, matérielles, dont les moustiquaires et logistiques. La deuxième sera le dénombrement que nous avons commencé depuis le 12 et aujourd'hui ce déroulement doit finir le 24. Ça va nous permettre effectivement de déterminer les populations totales mais aussi d'identifier les ménages dans le but réellement de savoir le nombre réel de milles que nous allons utiliser. Enfin, nous allons essayer quand même de mettre en place un système pour nous permettre de distribuer ces moustiquaires en tenant compte du nombre effectué sur les ménages, mais aussi de connaître réellement comment est-ce qu'on va s'y prendre dans le processus de sécurisation. La dernière étape va consister effectivement à des visites pour sensibiliser la population de comment utiliser. Mais qu'est-ce qui va la différencier des autres campagnes qui ont été déjà faites? La grande différence cette année en matière de stratégie, c'est que nous allons donner, le ministère de la Santé donc, avec sa décision, une moustiquaire pour 2 personnes. On s'est rendu compte que par le passé, c'était une moustiquaire par coussette. Or, nous savons que le jour, on a 3 coussettes, mais la nuit, nous voyons des enfants qui passent la nuit au salon, des visiteurs. Ça va nous permettre alors d'aller avec les conseils de l'Alliance internationale pour la prévention, une couverture universelle pour lutter contre la maladie. En quoi c'est différent et puis qu'est-ce qui n'a pas marché et que vous voulez corriger cette année? La première des choses, on ne va pas dire que ça n'a pas marché, c'est des leçons apprises, c'est l'organisation communautaire, l'implication de toute la communauté dans les différents échelons de la pyramide sanitaire, l'appropriation en mettant en place quand même des comités régionaux, préfectoraux, mais aussi des comités communaux de gestion de cette campagne. La grande différence sera vraiment la sécurisation de cette distribution pour qu'enfin qu'on ne vole pas les produits de santé, dont surtout les moustiquaires. Et souvent on retrouve ces moustiquaires sur le marché. Ça c'est le souvent, dans tous les cas, toute campagne a toujours des velléités et justement c'est la raison pour laquelle que cette année nous mettons en place une commission chargée de la sécurisation qui va impliquer toutes les communautés mais aussi les services de sécurité de l'État afin que les moustiquaires ne se trouvent pas au marché et pour encore appliquer ce que nous avons appelé gratuité des services et produits de santé. Si nous parlons de gratuité, cela ne veut pas dire que réellement les moustiquaires sont ramassés. Ça coûte très cher. Nous voulons avec la politique de l'État, avec réellement l'appui que nous donne le gouvernement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et surtout avec les partenaires qui nous accompagnent aujourd'hui, nous voudrions
aller vers l'appropriation, mais aussi pour la bonne gestion de la gouvernance. Pour finir, à quand le démarrage de la distribution exacte des moustiquaires? Le démarrage va se faire en 3 volets essentiellement. Le premier volet, nous sommes en train réellement de le préparer, qui va commencer à partir du 25 avril et qui va finir le 29. Ça va intéresser les préfectures des régions sanitaires de Bouké, de Farana, de Kankan et de Jérékouré, et une partie de la zone de Kindia et de Télémélé. La deuxième, ça sera au mois de mai. Ça va concerner un peu les préfectures de Doubreka, de Koya et de Fourkaria, plus toutes les préfectures de la région sanitaire de l'Abbé. Enfin, nous allons finir au mois de juin avec la zone spéciale de Conakry. Merci, Dr Eugène, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du programme de lutte contre le paludisme. Mesdames et messieurs, nous revenons au palais Sékou Touréa, où le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu les élus locaux et les administrateurs territoriaux après la tenue des états généraux de la décentralisation. Ils étaient venus remercier le président professeur Alpha Condé pour cette initiative. Compte rendu, Sanassi Keïta. Ils sont nombreux, ces élus locaux et administrateurs territoriaux, à rallier ce samedi 16 février 2019 la cour du palais Sékou Touréa. Tous sont venus remercier le président de la République, professeur Alpha Condé, pour avoir organisé pendant 2 jours les états généraux de la décentralisation et du développement local. Une politique qui leur a permis aujourd'hui de se familiariser avec plusieurs questions importantes, allant dans le sens surtout d'un véritable développement à la base. Permettez-nous au moins, Monsieur le Président, de vous dire grand merci pour cet honneur que vous faites à la corporation. Merci. Et encore merci, Monsieur le Président. Le président de la République s'est fortement réjoui de voir ses 342 élus locaux et 140 administrateurs territoriaux se mobiliser fortement pour ces états généraux de la décentralisation et du développement local. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir à déjeuner, car, comme j'ai dit, la présidence doit être la maison du peuple. Donc tout le monde doit se retrouver à la présidence. C'est vrai que ce qui arrive très souvent en Afrique et dans beaucoup de pays, on s'occupe de la capitale. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la capitale. Parce que dans la capitale, il y a des manifs, des mouvements que les gouvernements craignent. Et très souvent, donc, on abandonne l'intérieur. Alors qu'un Guinéen égale un Guinéen, qu'il soit à Conakry, à Yomou, à Dalaba ou autre, etc. Donc, ce qui m'a amené à faire des indépendances tournantes. Mais les indépendances tournantes aussi concernent essentiellement les villes. On peut faire à Kindia, on peut faire à Pita, à Dalaba, mais les sous-préfectures. Mais les sous-préfectures ont les mêmes droits que les préfectures. Donc, comment faire en sorte que les Guinéens partout où ils sont puissent être accompagnés? Nous avons beaucoup réfléchi au niveau du gouvernement. Et donc nous avons imaginé donc de créer l'ANAFIC afin que chaque sous-préfecture de Guinée ait au minimum un investissement de 2 milliards de francs guinéens au minimum, chaque sous-préfecture. Parce que j'ai été dans beaucoup de sous-préfectures dans ma vie. C'est un peu gênant quand on voit les maisons. D'abord les maisons des préfets, des gouverneurs, les maisons des présidents de CRD, mais aussi les maisons des populations, les centres de jeunes, etc. Donc c'est un peu comme si notre pays était à l'abandon. Mais ces gens ont les mêmes droits que ceux qui sont à Conakry. C'est pourquoi donc nous avons décidé, puisque nous commençons à avoir des ressources minières, la Guinée a plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite. À mon arrivée, on a presque 13 millions de tonnes, c'est-à-dire 7% du marché international. C'est quand même tout à fait anormal. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes à 60 millions et d'ici 2020 on sera à 100 millions. C'est-à-dire, comme l'Arabie Saoudite est le premier producteur de pétrole, nous sommes le premier producteur de bauxite. Mais nous ne voulons pas seulement vendre notre bauxite brut, parce que cela ne rapporte pas beaucoup. C'est pourquoi à partir d'un certain tonnage, nous obligeons les sociétés à faire des usines de transformation, c'est-à-dire d'alumine. En plus de Russal, nous avons Winning
qui est en train de faire le port en eau profonde, le chemin de fer et la transformation en alumine. Nous avons TBA qui va faire le barrage d'Amaria, faire son chemin de fer, le port en eau profonde, faire l'alumine, etc. Nous avons notre propre société, Segipami, qui avec les Indiens va faire la même chose. Donc, c'est vrai qu'il nous a toujours dit que l'avenir de la Guinée, ce n'est pas les mines, c'est l'agro-industrie. Les mines peuvent rapporter de l'argent, mais les mines ne peuvent pas diminuer la pauvreté. Parce qu'on ne peut pas employer beaucoup de monde au niveau des mines. Par contre, si nous développons l'agriculture et transformons notre agriculture, c'est ça qui peut diminuer la pauvreté de l'écrasante majorité des Guinéens. Mais l'argent que rapportent les mines, jusqu'à présent, nous avons dit que ça doit servir pour les infrastructures, les routes, les chemins de fer, les barrages. Mais le paysan va te dire, mais je ne mange pas la route, je ne mange pas le barrage. Qu'est-ce que je mange? Donc, il veut aussi que ce que rapportent les mines se trouve un peu dans son assiette ou bien dans son environnement. C'est pourquoi donc nous avons décidé de consacrer 15% de nos ressources minières aux collectivités locales. Et cette politique a été tellement approuvée que l'AFD en France nous accompagne, la Banque mondiale nous accompagne. Nous pensons qu'il y en aura d'autres. Donc l'enveloppe qu'on n'a pas voulu annoncer pour ne pas créer trop de jaloux, pour que beaucoup ne veuillent pas dire pourquoi on n'a pas été maire. Alors maintenant, je peux vous dire, l'enveloppe est de 2000 milliards, non pas de 1000 milliards, mais de 2000 milliards. Donc, les maires vont faire le programme de développement et notre instrument, qu'on a créé l'ANAFIT, va se charger de l'exécution des travaux. Mais ce n'est pas le maire ou le président de CRD qui doit imaginer qu'est-ce que veut le peuple. Non, il doit concerter. C'est pourquoi nous avons demandé au ministre de l'administration du territoire de répliquer dans les régions la même chose, pour que les populations comprennent réellement et que le président de CRD ou le maire n'aille pas présenter quelque chose qui ne correspond pas aux préoccupations des populations. Parce que si on laisse les préfets, ils vont présenter quoi? Bureau du préfet, maison du préfet. Mais alors que les femmes sont plus intéressées d'avoir le marché, les jeunes d'avoir la maison des jeunes, etc. Donc, on doit écouter les populations et faire le programme en fonction de leurs propres besoins et leurs propres préoccupations. Et nous allons veiller à ce qu'effectivement les programmes qu'ils vont présenter reflètent les préoccupations des populations. Bien sûr, nous voulons que nos préfets soient bien logés, qu'ils aient des bureaux, parce qu'ils représentent l'État. Donc il faut que la population puisse les respecter. Mais ça, nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il va se comporter à l'Ouattelais, pensant qu'ils sont au-dessus. Parce que le Guinéen a le défaut, dès qu'il lui donne un petit pouvoir, c'est fini. Il pense qu'il est maintenant au-dessus de tout le monde, qu'il regarde tout le monde. Non. On dit que quand tu t'élèves, Dieu t'abaisse, quand tu t'abaisses, Dieu te relève. Mais très souvent, nous sommes des musulmans, nous avons oublié cela. On veut se relever. Mais on n'a pas besoin de se relever. On doit être modeste, on doit être simple, accessible, être à la disposition de la population. Mais si les hommes d'autorité ne sont pas accessibles, comment peuvent-ils connaître les préoccupations des populations? Comment peuvent-ils être leur porte-parole s'ils sont loin d'eux? Donc nous voulons maintenant que les responsables, qu'ils soient de l'État ou de la décentralisation, soient réellement proches des populations, des préoccupations des populations. Notre rôle est de chercher des moyens afin de satisfaire. Mais nous devons tenir compte des préoccupations des populations. Nous voulons aujourd'hui qu'un jeune qui a Yomu, à Timimandina ou à Manjana ait les mêmes avantages, qu'il puisse aller voir la télévision, aller sur Internet, etc., pouvoir aller sur les réseaux sociaux, pour ne pas être tenté de venir grossir le lumpen prolétariat. Vous savez, je suis un ancien marxiste, donc je garde mon langage. Parce qu'aujourd'hui, Conakry s'étend jusqu'à Dubreka, Koya, etc., bientôt risque même d'arriver à Kindia. Donc, cela vide l'intérieur. Mais la force de la Guinée, c'est l'intérieur. On ne peut pas cultiver à Conakry, c'est à l'intérieur qu'on cultive. Mais nous avons tiré aussi des leçons de notre expérience. Nous ne voulons plus vendre nos produits bruts, parce que nous avons vu ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu l'Ebola. Parce que certains de nos produits n'étaient pas consommés en Guinée, c'était exporté. Quand nos amis
voisins ont fermé les frontières, nos produits ont pourri. C'est pourquoi notre politique aujourd'hui, c'est l'agrobusiness, c'est-à-dire transformer tout ce que nous produisons de façon industrielle. En Guinée, j'ai été dans les villages, dans les sous-préfectures. Les femmes guinéennes sont très braves et travaillent beaucoup. Elles cultivent, elles sont dans l'artisanat. Malheureusement, elles n'étaient pas accompagnées. Et ce qui fait qu'elles ne pouvaient pas développer leurs activités. Je commence par le fonio. On produisait 600 000 tonnes de fonio en Afrique de l'Ouest. Sur ces 600 000 tonnes, la Guinée seule produisait 400 000 tonnes. Mais nous, on produisait le fonio. C'est les Maliens et les Sénégalais qui avaient des bénéfices parce qu'on vendait nos fonio bruts au Mali et au Sénégal et ceux qui transformaient pour exporter. Ça veut dire, nous, nous étions presque les paysans des autres. Mais est-ce que je suis un grand panafricain, mais je suis élu par le peuple de Guinée. Donc, est-ce que nous n'avons pas l'imagination pour ne pas faire nous-mêmes nos propres fonio et exporter? Donc, l'année dernière, j'ai retourné 200 tonnes de fonio qui allaient à Bamako. J'ai retourné à Cancan. Les femmes ont protesté. J'ai demandé combien vous payez de kilos à Bamako. On dit 7 000 francs guinéens. Moi, je vous paye 8 000 francs. Mieux, les Guinéennes sont belles. Je veux qu'elles restent belles. Donc, comme le fonio est très difficile, j'ai dit, mais je ne veux pas qu'ils aient des cales dans la main. Donc, grâce aux artisans de Farana, monsieur le préfet de Farana, nous avons fabriqué des machines, une machine qui quitte, une machine qui pile, une machine qui lave. Et ensuite, une fois que le fonio est lavé, nous payons 3 000 francs aux femmes pour tamiser, pour qu'il n'y ait pas du tout de saleté et pré-cuire. Et nous livrent des fonio dans des sacs de 50 kg et nous nous transformons en sacs de 500 grammes et 1 kg. Vous avez dit pourquoi le fonio? Le fonio a un avantage, il n'a pas de gluten, ce que les blancs appellent gluten. Donc, c'est une nourriture qui est très bien pour les diabétiques, pour les gens qui ont l'hypertension, etc. C'est une nourriture saine. Et aujourd'hui, nous pouvons vendre beaucoup de fonio aux États-Unis. Nous avons aujourd'hui Auchan, un grand magasin qui demande. Nous avons des restaurateurs qui demandent. Évidemment, le fonio, ce n'est pas bien pour les Traoré, le Dibaté, parce que quand on mange de fonio, c'est comme si on n'a rien mangé. Mais c'est ça qui fait la force du fonio. Et la deuxième chose, c'est que nous avons d'autres choses comme le moringa, etc., que nous n'avons pas transformé. Donc nous avons créé une usine multifonction, c'est-à-dire qui peut tout en sachet, pas seulement le fonio, tout le, que ce soit le moringa, que ce soit le riz, que ce soit, etc., le maïs et autres, on peut tout aujourd'hui en fait et pouvoir vendre à l'extérieur. Ensuite aussi, nos femmes font beaucoup de beurre de qualité, etc. Mais ce n'est pas bien transformé. Là aussi, nous voulons accompagner les femmes pour transformer, afin qu'elles puissent aussi vendre dans des produits cosmétiques. Donc, notre objectif aujourd'hui, nous avons repris l'usine d'Abola. Le gouvernement est devenu actionnaire avec Castel pour que désormais l'usine d'huile d'arachide de d'Abola puisse fonctionner et doubler sa production. En fait, ce que nous voulons aujourd'hui, nous ne voulons plus exporter, nous, notre arachide, nous, notre maïs en produits bruts. Nous voulons les transformer. Aujourd'hui, le ministre de l'Industrie est parti à Cancan pour inaugurer une usine d'anacarde. Et dans 2 mois, nous allons inaugurer aussi notre usine d'anacarde à Kindia. Parce que si nous avons lancé la production d'anacarde, c'est que l'anacarde est une culture de paresseux. C'est-à-dire une fois que vous avez planté, vous ne faites plus rien. Si Bourouma, le président de la Chambre d'agriculture, m'a dit, mais président, si je n'avais pas fait la fête, j'allais planter l'anacarde, je serais riche aujourd'hui. Mais nous avons réfléchi, tout peut utiliser l'anacarde. Nous n'allons pas seulement donc faire la noix de cajou. Avec le fruit, nous allons faire la noix de cajou. Nous allons demander aux paysans de ramasser les fruits dans les 3 premiers jours. Et nous allons faire des jus de fruits et de l'alcool. Et la coque du fruit, nous allons faire l'huile avec les Tunisiens. Évidemment, dès que je dis alcool, les Manakamori ont crié « Ah, Alpha Africa, enquête de l'hominade ». Bon, mais j'ai appelé Alain Badou pour dire, il ne faut pas vous inquiéter. Alain, quand tu vas à l'hôpital, tu es blessé, quand ça te met?
Qu'est-ce qu'on met? Alors, au lieu d'importer l'alcool, pourquoi ne l'on pas produire nous-mêmes? La décentralisation permet aussi, non seulement d'améliorer les conditions des paysans, mais aussi de nos autorités. Il faut reconnaître que les préfets et les sous-préfets parfois sont démunis. Donc, la décentralisation ici va avoir comme conséquence d'améliorer les conditions des préfets et des sous-préfets, de leur donner les moyens de jouer leur rôle. Donc, il s'agit d'accompagner tout le monde. Mais nous n'oublions pas Conakry, comme a protesté la maire de Kaloum. Mais Conakry était trop avantagé. Tout était fait à Conakry. Parce que le gouvernement avait peur des manifestations. Moi, je n'ai pas peur des manifestations. Déjà, ils n'ont qu'à jusqu'à demain, ça ne m'inquiète pas. Mais nous avons un programme Conakry 2040. Aujourd'hui, quand vous survolez Conakry, vous n'allez pas reconnaître Conakry. Parce que vous dites que c'est une autre ville. Pourquoi? Parce que Conakry se développe vers l'extérieur. Malheureusement, nous avons Kaloum, Matam et Dixine, qui sont des vieux quartiers avant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons donc lancé un programme de logements sociaux, mais pas pour faire des ghettos. Nous ne voulons pas seulement des logements sociaux, nous voulons des logements sociaux, moins standing et standing. Parce que si vous ne faites que les logements sociaux, vous allez devenir comme les HLM en France, ça va devenir des ghettos. Donc nous voulons que les populations se mélangent. Donc dans les maisons que nous faisons des maisons pour les plus pauvres, des maisons pour les moyens et des maisons pour les riches, afin que les populations se trouvent mélangées. Et progressivement, nous allons casser Kaloum, Dixine et Matam pour que les gens déménagent progressivement et qu'on reconstruise ces trois quartiers. En même temps, Kaloum c'est une île. Tout le monde y vient, tout le monde part. Donc il y a trop d'embouteillages. C'est pourquoi nous allons délocaliser tous les ministères à Koloma. Déjà, le ministère des Affaires étrangères est en construction. D'ici 2 mois, on va commencer la construction de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire le ministère qui emploie le plus de monde. Donc, au lieu de que les gens viennent sur Kaloum maintenant, ils nous pourront partir sur Koloma, ce qui va rendre la circulation plus fluide. Mais c'est vrai aussi qu'il y a l'indiscipline, monsieur le gouverneur de Conakry. Il y a l'indiscipline, les gens ne respectent pas. Ils garent en pleine rue, les commerçants viennent occuper les artères, etc. Monsieur le gouverneur, quand on déguerpit les gens, il ne faut pas se croiser les bras. Vous déguerpissez les gens, puis ils reviennent. Quand on déguerpit, on met une structure pour faire en sorte que les gens ne reviennent pas. Mais vous déguerpissez, vous partez, après les gens reviennent. Je pense qu'il faut tirer des leçons de cela aussi. Et c'est pourquoi nous avons décidé de créer ce que nous appelons les volontaires, des jeunes que nous allons payer, qui auront comme tâche de surveiller et de circuler pour que les gens ne viennent pas envahir les artères et rendre la circulation impossible. Aussi, nous savons que la route Kindia-Mamou pose beaucoup de problèmes. C'est pourquoi ce que nous allons en train de faire, il ne s'agit pas de réhabiliter la route, il s'agit de reconstruire pour qu'il y ait moins de tournants, qu'il y ait des ouvrages plus solides, pour que d'aller de Conakry à Bamako soit plus fluide. Puisque si les Chinois font la route Conakry-Davola, la BID finance la route Kouroussa-Davola. Nous avons aussi le projet de chemin de fer. Nous avons négocié le chemin de fer Conakry-Bamako-Bobo-Dioulasso. Et le port autonome va être géré par les Turcs. Parce que si le port conteneur est performant, le port autonome n'est pas performant, le port est à 9,50 m. Ça veut dire que beaucoup de gros bateaux ne peuvent pas venir. Deuxièmement, il n'y a pas assez de quais. Donc, les Turcs vont faire 4 quais à l'est, faire le parking, faire la contournante et faire en sorte que le port puisse avoir 24/24, ce qui est le cas dans les autres pays. Parce que le port de Conakry est plus proche de Bamako de 200 km par rapport à Dakar. Si nous avons un port performant et la route, l'essentiel du fret malien se fera par Conakry ainsi que pour Bobo-Dioulasso. Donc, la Guinée a un grand avenir et nous sommes décidés à ce que ces avenirs se réalisent, pas que ce soit des rêves, mais que ça se réalise. Et c'est certain que nous allons réaliser. Voilà donc ce que je dis au maire. Le point n'est pas de savoir si le maire est tel parti. Quel que soit votre parti, vous êtes d'abord au service des gens qui vous ont élus. Donc vous êtes là pour travailler pour ces gens. Quand on fait une route à Sigiri, on le fait pour qui? Le président de Sigiri. Quand on fait une route à Labé, on le fait pour qui? On le fait pour les populations. Donc le maire doit se battre pour que ça se fasse. Parce que c'est ça que c'est les gens qui nous veulent. Badi est bien content aujourd'hui qu'on fasse la route Koya, frontière Sierra Leone.
Parce que maintenant, il peut faire le malin, quitter Conakry dans sa belle voiture et arriver à Fokaria en moins de 2 heures. Hein? Voilà donc ce que nous souhaitons. Et si nous avons fait ce programme, c'est réellement penser aux populations les plus déshéritées dans les villages. Parce que je vais dans les villages, dans les districts, et je vois la misère. Mais nous ne voulons pas un îlot de prospérité face à un désert de misère. Quand ça se fait, les gens finissent par se révolter. Vous voyez ce qui se passe dans le monde, je ne vais pas dire où, mais quand vous regardez, vous écoutez la télévision, donc vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous vous faisons confiance. Nous faisons confiance au préfet, au sous-préfet, au maire, au président de CRD, pour que chacun pense à notre peuple. Chacun pense que si les élus, son premier devoir, c'est comment améliorer les conditions de nos populations, comment vaincre la pauvreté. En Guinée, on peut vaincre la pauvreté, pas parce que le gouvernement est intelligent, parce que nous avons des ressources. Dieu aime la Guinée. Il nous a tout donné. C'est parce que nous ne voulons pas travailler. Il faut que les Guinéens apprennent aussi à travailler. Le défaut des Guinéens, ils n'aiment pas travailler. Ils veulent des ministres qui volent et qui distribuent. Chacun prend un peu. Ça ne peut pas avancer un pays. Les Chinois disent, au lieu de donner un poisson à quelqu'un, il faut le prendre à pêcher. Si vous donnez le poisson, il va manger un jour, c'est fini. Si vous l'apprenez à pêcher, il va manger tous les jours. Et ça sert particulièrement aux hommes. Les hommes aiment bien se coucher dans les hamacs, la femme va travailler et l'amène. N'est-ce pas, Mathurin? Bagata. Donc vraiment, nous voulons que les Guinéens chassent. Aucun pays ne peut se développer sans le travail. Seul le travail est la principale valeur qui change un pays. Bon, mais nous avons vécu des années dans cette paresse. Il est plus facile de transformer le matériel que la mentalité. Mais si on parle de l'évolution on va dire, ah, c'est ce qui est revenu. Mais la vérité, c'est que nous devons faire une transformation de notre mentalité. On a une très mauvaise mentalité. On est indiscipliné, on ne respecte pas la loi, on règle les comptes. On a peut-être un voleur, on doit amener à la gendarmerie, on le frappe à mort. Hein? Il y a un accident, on tape les gens, etc. Mais je m'adresse particulièrement maintenant à mes frères de Haute-Guinée. Aujourd'hui, la recherche de l'or est devenue la préoccupation principale. Or, nous avons fait la réunion à Cancan. Nous avons mis des règles entre l'exploitation industrielle, semi-industrielle et artisanale. On a dit maintenant, pour être artisan, il faut avoir un document, ce n'est pas un permis. Mais beaucoup de gens, sans ça, viennent sans ça. Ils vont utiliser l'arsenic, ils vont enfler nos fleuves, et dernièrement, ce qui s'est passé en Eurosoba, ils creusent n'importe comment. Là aussi, c'est un peu la santé des préfets. Parce que chaque fois qu'on envoie déguerpir les clandestins, les préfets préfèrent restent revenir. Maintenant, comme Mathieu va être obligé, quand il déguerpit, de suivre, on va faire la même chose désormais pour les zones minières. Parce que si tous les enfants vont à les mines, qui va aller à l'école? Mais il n'y a pas que les mines. L'agriculture, l'agrobusiness, je veux dire, rapporte plus que l'or. Mais tout ça, nous devons... mais le paysan, quelqu'un ne croit que ce qui est concret. Si tu dis ça ne va pas croire. Mais quand il voit concrètement l'usine qui transforme dans notre cadre, l'usine qui transforme le maïs, il va savoir que le maïs qu'il plante là va lui rapporter plus que d'aller perdre son temps dans les mines. Et ça amène beaucoup de morts. L'autre problème s'adresse à tout le monde. Très souvent, les villages et les sous-préfectures acceptent que d'autres personnes viennent cultiver. Mais à partir du moment où je dis on va mettre des tracteurs et à votre disposition donner des engrais, tout le monde veut cultiver. Mais la moindre des choses, c'est de respecter. Si vous avez fait venir un village, une sous-préfecture, vous pouvez dire, bon, c'est nous qui avons fait maintenant, nous voulons cultiver, peut-être mettons-nous d'accord, dans 1 an ou dans 2 ans, vous allez partir. Au lieu de ça, il y a des affrontements inutiles. Alors que, souvent, c'est nos grands-pères qui les ont fait venir. Ils ne sont pas venus comme des voleurs. Maintenant, si vous voulez cultiver, vous faites un accord avec eux. Amicalement, vous vous mettez d'accord. C'est la même chose aussi pour les mares. Très souvent, il y a la bagarre pour l'ouverture des mares, pour les poissons. C'est pourquoi nous avons un programme aujourd'hui qui va commencer à Cancan et à Labé, pour que d'ici 3 ans, tout le monde à l'intérieur du pays, que ce soit en Haute-Guinée, au Fouta ou en forêt, n'ait plus besoin de poissons de Conakry, mais qui mange du poisson frais, non pas du poisson congelé. Ça va freiner la bagarre des mares, parce qu'il y a assez de poissons dans la mare, et souvent nous allons voir les poissons, je pense qu'il n'y aura plus de bagarre. Donc, le gouvernement doit faire en sorte que les populations vivent en harmonie. Tout ce qui peut être cause de conflit entre les populations, nous devons lutter contre.
Mais tout cela a une seule cause, la pauvreté. Si on lutte contre la pauvreté, si on lutte contre la pauvreté, on résout les autres problèmes. Tant qu'on ne résout pas le problème de la pauvreté, on ne pourra pas résoudre les autres problèmes. Donc nous allons nous battre pour résoudre. Mais vous aussi, vous avez le devoir d'éduquer aux citoyens, de leur faire comprendre que les problèmes doivent se régler en discussion, non pas en affrontement. Parce que la tête d'un homme, ce n'est pas le poireau, quand vous coupez, ça ne revient pas. Ça ne revient pas. Après, vous allez regretter. Mais c'est total, la personne est morte, on ne peut plus le faire revenir. Voilà donc ce que je voulais donner. Moi, je suis président de la Guinée, de tous les Guinéens. Je ne regarde pas qui a voté pour moi, qui n'a pas voté pour moi. Je travaille pour mon pays. Mais j'ai été clair. Je n'accepterai plus la pagaille. J'ai négligé la sécurité. Maintenant, je néglige pas la sécurité. Les gens peuvent manifester. Mais je n'accepterai plus qu'on casse un véhicule, qu'on mette des choses sur la rue, etc., qu'on casse une main. Ça, c'est fini. Quiconque le fait sera puni. Mais la France, on dit que la France est la mère de la démocratie. Mais la France vient de voter la loi anti-casseur. Si c'est non, on va dire, ah, mais la France vient de voter la loi anti-casseur. Alors, pourquoi nous allons permettre que les gens cachent? Si le pays qui est considéré comme la mère de la démocratie prend des dispositions, ça doit être très clair. On n'a pas déjà beaucoup de belles maisons. Si le pays qu'on a en casse, on va devenir quoi? Nous ne sommes pas des animaux. Les hommes vivent avec des règles précises. La démocratie, c'est votre droit, mais aussi ce n'est pas de piétiner le droit de l'autre. Chacun doit respecter le droit de l'autre. Et nous allons veiller à ce que la démocratie soit appliquée, mais à ce que aussi les biens et les personnes de tous les Guinéens soient protégés. Donc, ne vous étonnez pas si désormais nous allons mettre des mesures rigoureuses. C'est pourquoi nous avons mis des PA là où il y a la pagaille. Partout là, la pagaille, en Guinée, nous allons mettre des PA. Et désormais, les forces de l'ordre auront l'obligation de maintenir l'ordre pour que les populations puissent vivre dans la paix et la tranquillité, que personne n'ait peur de sortir la nuit. C'est pourquoi nous allons renforcer les BAC. Mais les BAC, ce n'est pas le maintien de l'ordre. Les BAC, c'est des gens qui sont armés. Parce que les grands bandits sont armés. Je n'ai pas envoyé mes militaires et mes policiers contre des gens qui ont des armes de guerre, les mains nues. Donc, en ce moment-là, s'ils tirent, ils aussi tireront. Ça, ce n'est pas une question de démocratie ou pas. Je n'ai pas accepté que les bandits tuent ces mains. Je n'ai pas accepté que les bandits tuent mes militaires et mes policiers en disant démocratie. S'ils tirent, eux aussi tirent. Et s'ils sont menacés, ils tirent. Parce que c'est des bandits de grand chemin. Donc ça, c'est le rôle des BAC. Mais les BAC sont bien armés, ils sont bien protégés, ils ont des gilets pare-balles, pour que si on tire sur eux, que ça mène. Donc, si on... Les gens vont protester. Mais si on tire la moitié des coupeurs de route, il n'y aura plus de coupeurs de route. Donc, moi, honnêtement, ce qui m'intéresse, c'est qu'il va changer les conditions du peuple de Guinée. C'est le peuple de Guinée qui m'a élu. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent à l'extérieur, c'est leur problème. Moi, je tiens compte de ce que le peuple de Guinée dit. Le reste, là, vraiment, c'est leur problème. Ils ne m'ont pas élu. Tant que le peuple de Guinée veut que je fais, s'il ne veut pas, je recule. Voilà. Donc, c'est inutile d'aller voir des pays à l'extérieur. Personne ne dictera au gouvernement guinéen ce qu'on doit faire. Ça, c'est très clair, je l'ai dit. Je l'ai dit tout le temps. Hein? On peut mettre de ce qu'on veut. Mais ça, c'est la réalité. Je ne me suis pas battu pendant 40 ans pour que mon pays soit libre, pour que je sois des ordres, je sois d'ordre de personnes, sauf du peuple de Guinée. Donc, vous devez savoir qu'on a un seul patron, un seul chef, c'est le peuple de Guinée. Nous sommes à son service. Voilà le message que je voulais vous transmettre. Et je vais aller moi-même dans les choses de dire transmettre, parce que vous n'allez pas le faire. Vous allez retourner en petit chef comme ça, là. Mais moi-même, je l'ai dit aux populations. Donc je vous souhaite très bon retour. Vous êtes retourné en paix, que Dieu vous aide à retourner en paix. Vous êtes en bonne santé, que Dieu fasse vous retourner en bonne santé. Que Dieu vous donne longue vie. À nos aînés, que Dieu nous donne longue vie pour qu'on puisse bénéficier de leur sagesse. À nos jeunes, que Dieu leur donne la force pour qu'ils puissent développer ce pays. Que Dieu donne longue vie à nos enfants. Que nous puissions leur créer un avenir meilleur que nous n'avons connu. Voilà donc le message. Et je prie Dieu pour vous tous. Ces élus locaux et administrateurs territoriaux rentrent ainsi satisfaits des résultats issus de ces états généraux de la décentralisation et du développement local. Des assises qui leur ont permis aujourd'hui de connaître tous les problèmes de développement de leurs différentes localités, dans le but surtout de satisfaire leur population.
Mesdames et messieurs, cette rencontre du président de la République avec les élus locaux met fin à ce journal. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bon week-end. À demain.